Attention, cette vidéo comporte des scènes pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes. Âme sensible s'abstenir. Alors oui, la violence au cinéma ne rend pas violent, Attention, violent. des scènes Attention. Bon, si on sortait un peu du cinéma américain pour voir ailleurs ce qui se fait. Je sais pas. Tiens, les films hongkongais qui ont fait beaucoup de bruit à une époque, considérés comme ultra violents et ultra déviants aussi. Oui, parce que je vous rappelle, le principe de l'émission, c'est de parler de films violents. Enfin bon. Donc, aujourd'hui, on va se mater Run and Kill. Sorti en 1993, Run and Kill est un film de Billy Tang classifié dans la catégorie 3. La catégorie 3, c'est notre moins de 18 ans, même s'il y a quelques différences qu'on verra plus tard. Donc classifié dans la catégorie 3 pour sa nudité et sa violence explicite, comme beaucoup de films de cette catégorie. Et comme d'habitude, je vais spoiler le film parce que je ne peux pas faire autrement. Donc matez-le avant. Donc Run and Kill nous raconte l'histoire de Cheng, l'homme le plus gentil du monde qui, après avoir découvert que sa femme l'a trompé, engage un tueur pour éliminer son épouse à cause d'un quiproquo dû à une très grosse consommation de tequila. Le travail fait, Cheng ne se souvenant pas de cette affaire et n'ayant pas l'argent pour payer la mafia, il décide de fuir à Ganzhou où il rencontre un gang qui voudra l'aider mais se fera tuer ou torturer. Cheng se fera libérer par Ching Fung mais finira par se faire attaquer par celui-ci, le rendant coupable de la mort de son frère. Bien qu'il réussisse à s'échapper, Ching Fung kidnappe sa fille et tue sa mère, obligeant Cheng à se rendre. Après avoir vu sa fille mourir brûlée vivante devant ses yeux, il finira par se battre contre lui jusqu'à finir par le faire exploser et finira le film presque fou. Bon, j'ai essayé de vous éviter le plus de scènes trash puisqu'on a le droit de l'égorgement, de l'immolation par le feu, de l'exsanguination, une défenestration et des morts par balle à gogo. Mais il m'était impossible de rien vous montrer parce qu'il y a du sang à peu près toutes les 10 minutes. Parce que toute l'histoire tourne autour d'une montée de la violence et d'une descente en enfer pour notre personnage. Cheng est représenté au début comme profondément bon à la limite de la caricature. Il se lève heureux, c'est un très bon père, il embrasse sa femme avant de partir, il est charmant avec tout le monde, c'est un bon fils, un bon patron, bref, même s'il n'est pas riche, son bonheur est enviable. Et tout le film va faire en sorte de détruire ce bonheur. Que ce soit sa femme, son travail, sa mère ou sa fille, il perdra tout. Et toute cette violence sera déclenchée par une nuit d'ivresse. Mais toutes les violences ne sont pas en rapport direct avec notre protagoniste et ou sont totalement gratuites. Prenons par exemple cette scène d'immolation. Si tuer son enfant a un rapport avec la volonté de ruiner sa vie, il y a aussi une volonté de profondément choquer dans la méthode du meurtre. Bon, je vous avoue que ce film est un peu une excuse pour parler plus généralement de la catégorie 3. Parce que cette ultra-violence, ainsi que certains caractères de personnages, se retrouvent dans de nombreux films de cette époque. En 1988, à Hong Kong est instauré un classement des films. La catégorie 1, tout public, la 2 avec des scènes déconseillées aux enfants, et la 3 réservée à un public adulte. La catégorie 3 eut un succès inattendu à tel point que la moitié des films hongkongais qui sortaient vers les années 90 faisaient partie de cette catégorie. On assiste à une déferlante de films d'exploitation et de divertissement pas vraiment adaptés au grand public. Sexuel, violent, extrême et immoral, il en deviendra un genre qui s'arrêtera peu après 1997. Aujourd'hui très connu par les amateurs de cinéma déviant hongkongais, il pose tout de même chez certains quelques questions sur le pourquoi de ces films et de son énorme succès à l'époque. Parce que bien que la violence et le sexe soient courants dans le cinéma hongkongais avant ça, l'ambiance sombre et angoissante qui découle de ces films est assez nouveau, ainsi que son ultra-déviance. Avant l'instauration de ce classement, il n'y a pas de règle stricte concernant l'admission du public dans les salles, et cela même s'il y a des avertissements. Mais le gouvernement colonial britannique censure plus ou moins les films. En 1977, les producteurs doivent remettre les films à l'organisme TELA et listera ce qui est interdit de montrer. Si le sexe et la violence est plus ou moins toléré, la censure politique est beaucoup plus violente. Beaucoup de films sont privés de distribution pour s'être attaqués d'une manière ou d'une autre à la Chine ou au colonialisme britannique.
Cette situation sera dénoncée en 1987 dans l'Asian Wall Street Journal, affirmant que le gouvernement n'a aucun droit légal pour interdire ou censurer les films et qu'ils en ont pleinement conscience. Même si le gouvernement continuera son procédé jusqu'en 1988, il permettra, grâce à la pression des professionnels, l'arrivée de ce système de censure divisé en 3 catégories, ce qui n'empêchera pas le gouvernement de continuer de couper des passages des films ou complètement interdire la diffusion. Mais cela offrit tout de même une plus grande liberté de mouvement aux réalisateurs qui en profiteront un maximum. S'inspirant souvent des faits réels les plus sordides, on peut y voir des scènes de meurtre ou de torture plus violentes les unes que les autres, et des scènes de sexe classique au plus déviant. Il est cependant loin d'être le cinéma le plus gore à l'époque, et les scènes de sexe sont plus proches de l'érotisme. D'ailleurs, leur moins de 18 ans se rapproche beaucoup plus de notre déconseillé aux moins de 16 ans. Mais ces films sont perçus comme des excuses pour mettre bout à bout des scènes gore et sexuelles. En tout cas, au premier abord. Parce que pour comprendre un film, et donc sa violence, il faut aussi le replacer dans son époque. Il faut savoir qu'en 1898, une grande partie de Hong Kong est cédée aux Britanniques par la Chine pour une période de 99 ans, où il deviendra après la première région administrative spéciale de la Chine. Et ce futur ne réjouissait pas vraiment les Hongkongais qui voyaient d'un très mauvais œil la Chine. Ainsi que l'entrée illégale des Vietnamiens à Hong Kong dans les années 70-80. Après la guerre du Vietnam, beaucoup de gens ont commencé à fuir par peur du nouveau gouvernement communiste. En Thaïlande, à Singapour, en Malaisie, en Indonésie et à Hong Kong. Et avec le statut de valeur refuge, Hong Kong est vite devenu la destination de premier plan. Mais les Vietnamiens n'étaient pas pour autant bien vus. Étant discriminés par les Chinois et par leur peuple qu'ils avaient fui, il n'y avait pas vraiment d'avenir pour eux. À part dans des métiers illégaux comme tueur à gages. Ouais, c'est sympa, ouais. Mais revenons un peu au film. Quel est le rapport avec tout ça ? Eh bien, tout. Par exemple, le bar dans lequel Chang se rend s'appelle 1997, date de la rétrocession, et il est tenu par le seul Britannique du film. Aussi, à un moment, on voit un flashback de Chinh Phuong, qui est immigré vietnamien et tueur à gages, en pleine guerre du Vietnam. Et la scène de l'immolation de la petite fille a été inspirée par le massacre de la place Tiananmen, qui choqua aussi énormément à l'époque. Mais ce film est l'un des plus explicites là-dessus. La grande majorité des films de la catégorie 3 n'en font pas allusion. Tout du moins, pas aussi directement. Et cela vient d'abord du fait que la censure était toujours présente, comme je l'ai dit. Et il était très compliqué de faire des allusions directes à la Chine ou au pouvoir britannique par exemple. Mais aussi parce qu'à l'époque, les Hongkongais n'étaient pas du genre à parler de leurs problèmes. Le massacre de la place Tiananmen, par exemple, qui a pourtant marqué les esprits, n'a eu le droit qu'à très peu de références et souvent discrètes. Agnew explique d'ailleurs qu'elle voulait faire un film sur cette période, mais a passé 2 ans à se faire traiter comme une lépreuse, car le sujet était trop épineux. Mais attention, je dis pas que tous les films de la catégorie 3 ont un fond politique. Certains réalisateurs ont été très clairs sur le côté purement divertissement de leur œuvre. Mais il est compliqué pour nous de juger. Parce que s'il ne semble pas à première vue y avoir de réels propos dans beaucoup de ces films, cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Peut-être que pour les Hongkongais à l'époque, les représentations de la police souvent corrompue et brutale, ou encore des prostituées chinoises typiques du 4-3, avaient beaucoup plus de sens. Par exemple, le film Ebola Syndrome, connu pour être totalement vulgaire, à la violence gratuite et à l'humour très limite, est pourtant vu par son réalisateur comme un film parlant de la lutte des classes. Mais voilà la limite de l'analyse que je peux faire de Run and Kill par exemple. Si j'ai quelques clés pour comprendre sa violence et son message, je ne les ai pas toutes. Parce que ce film ne m'est pas totalement destiné. Bien sûr, on peut apprécier ce film comme un simple divertissement violent sans chercher de fond. Mais un spectateur hongkongais de l'époque avait peut-être vu autre chose dans ce film. Peut-être avait-il plus d'écho sur ses peurs, ses doutes, sa vie, son époque ou son pays. Si la catégorie 3 n'a pas eu comme but de souligner pleinement les causes d'un malaise, elle en a peut-être fait ressortir une vision d'un peuple confronté à un avenir incertain ou une envie de savourer une liberté qui risquerait de disparaître dans un futur proche. Et en effet, après que Hong Kong est revenu à la Chine, cette catégorie a produit de moins en moins de ce genre de films pour presque disparaître. Parce que la censure est devenue d'abord économique, espérant exporter les films en Chine et qu'ils ont une politique très stricte sur ce qu'il faut montrer ou pas. Mais aussi parce que les distributeurs refusent de distribuer des films qui pourraient leur attirer des problèmes avec le gouvernement chinois.
Et de plus, comme Hong Kong n'a justement pas fait de film engagé, tout le monde considère qu'il n'y a aucune censure. Et du coup, que ces films violents ou érotiques disparaissent, on s'en balèque. C'est que du cinéma d'exploitation. Mais au final, avec Run and Kill, on se rend compte que ce n'est pas la descente en enfer d'un individu qu'on nous raconte, mais la peur de cette rétrocession, de cet avenir sombre dans un Hong Kong déjà lugubre. Le cadre spécial de la naissance, de la mort et du succès de la catégorie 3 à Hong Kong pose obligatoirement des questions sur beaucoup de ses œuvres. Ce que nous voyons comme un simple divertissement à la violence gratuite peut aussi avoir un sens différent par rapport à l'histoire, la culture, l'époque, et d'autres raisons encore qui font que, peut-être, cette violence n'est pas si gratuite que ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager si elle vous a plu, de vous abonner et de laisser un commentaire si ça vous dit. Allez, à bientôt.